Le Grand Mag, c'est un autre regard sur l'actualité, un décryptage des faits qui, par moments, passent sous silence. C'est aussi une mise en lumière des questions religieuses qui suscitent la controverse. Illustration parfaite dans le sommaire du jour. Les Saoudiens sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays, ceux qui ont demandé l'asile au Canada aussi. Le nombre est en hausse presque constante depuis près de 10 ans. Mais pourquoi le choix du Canada ? Emiliano Sala était porté disparu depuis la soirée du 21 janvier alors qu'il se rendait en avion privé dans son nouveau club de Cardiff. Jeudi dernier, le corps sans vie de l'ancien attaquant du FC Nantes, retrouvé dans la carcasse de l'avion la veille, a été formellement identifié par les autorités britanniques. Sur le web, les gestations pour autrui sont légion sur les forums de mères porteuses en France. Un marché clandestin qui propose à des femmes de porter un enfant pour les couples qui ne peuvent en avoir pour plusieurs milliers d'euros en toute illégalité et sans aucune garantie. Et sur la GPA, le doyen Isiaka Koulibaly, président de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, nous donnera des éclaircissements à la lumière de la parole de Dieu. Le Canada est l'un des pays qui accueille aujourd'hui le plus de réfugiés d'Arabie Saoudite, comme Raaf Mohamed, dont l'histoire a fait le tour du monde. Cette enquête que nous allons vous présenter livre le témoignage de plusieurs dissidents saoudiens exposés à des menaces quotidiennes. Ils arrivent maintenant par centaines chaque année au Canada. Toute forme de dissidence, toute forme de critique envers le régime est étouffée. L'Arabie saoudite se fait critiquer depuis des années à travers le monde pour son traitement des militants des droits de la personne, emprisonnés et torturés. Aujourd'hui, son emprise déborde du royaume. Le gouvernement veut faire taire tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils utilisent la peur pour imposer le silence. Je reçois des menaces chaque jour, même des menaces de mort sur Twitter, YouTube, Snapchat. Même exilés, les Saoudiens critiques du régime demeurent des cibles et ils sont de plus en plus nombreux au Canada. Après l'assassinat de Jamal Khashoggi, je me suis dit, ça suffit le silence. Je suis prêt à parler pour raconter aux gens ce qui se passe vraiment en Arabie Saoudite. C'est comme le royaume du silence là-bas. Installé dans la région de Toronto, ça fait des années que Raja Al-Idrissi reçoit des insultes et des menaces de toutes sortes. Ce sont des gens comme toi qui incitent les jeunes hommes et femmes à désobéir leur roi. La peine pour traîtrise du pays est grande. Raja Al-Adrissi n'est qu'une chienne errante au Canada. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « On va te tuer. Ta vie ne nous coûtera qu'une balle dans la tête. » Arrivée comme réfugiée au Canada il y a près de 20 ans, elle se décrit comme une dissidente saoudienne qui n'hésite pas à s'opposer aux décisions du gouvernement du pays qu'elle a fui. Je me suis toujours exprimée, mais en me tenant loin des projecteurs. La plupart des menaces arrivent par les réseaux sociaux. Tu te crois protégé au Canada, mais un jour, tu viendras au Moyen-Orient et on t'attrapera. Et c'est ce qui arriva en 2017. Mohammed Ben Salman, MBS, est alors le nouveau prince héritier d'Arabie saoudite. Il gagne de plus en plus d'emprise sur la gouverne du pays. Il se présente comme un réformateur. Malgré tout, les dissidents comme Raja continuent d'être des cibles. Alors qu'elle se rend en Égypte pour rejoindre son père mourant, les menaces virtuelles prennent une nouvelle forme, bien réelle. 2 hommes marchaient à mes côtés. Ils m'ont dit que si je parlais du gouvernement saoudien, ils sauraient quoi faire avec moi. Raja dit en reconnaître un. Ils seraient des services de renseignement saoudiens. Ils m'ont dit, maintenant que tu es arrivé en Égypte, on peut faire ce qu'on veut avant que tu retournes au Canada. Garde le silence et ne dis rien contre le gouvernement. Plusieurs mois s'écoulent après cet incident. Puis, au mois d'août 2018, une querelle diplomatique éclate entre le Canada et l'Arabie saoudite. Dans un message Twitter, le Canada exhorte les autorités saoudiennes à libérer de prison des militants des droits des femmes.
to come out in this manner, from our perspective, is outrageous. L'Arabie saoudite n'accepte pas de se faire la leçon par le Canada. Riyad exige le départ de l'ambassadeur canadien et annonce le retrait de ses étudiants au Canada. Sur Twitter, Raja encourage les étudiants à rester ici. J'essayais de leur expliquer les possibilités d'émigrer ici. Sa sortie ne passe pas inaperçue en Arabie saoudite. Elle dit avoir rapidement reçu un appel de sa famille. Un de mes frères a été arrêté et détenu pendant presque un jour. Et il pense que c'est de ma faute. Pour le démembrement, appuyez sur le 1. Pour la disparition et la torture, appuyez sur le 2. Si Raja préfère le style dissidente plutôt discrète, ce n'est pas le cas de Ghanem Al-Massarir, qui utilise un humour cinglant et provocateur pour faire passer son message. Les membres de la famille royale croient qu'ils sont au-dessus de toute critique et que personne n'oserait rire d'eux. Il a quitté l'Arabie saoudite en 2003 et vit maintenant à Londres. Ses vidéos ridiculisant la famille royale lui amènent son lot de menaces. Un ami du Canada m'a visité. On est allé prendre un café. Cet ami, c'est Alan Bender, un homme d'affaires torontois spécialisé dans les négociations avec des entreprises en Amérique du Nord notamment, qui œuvrent au Moyen-Orient. En août dernier, il était à Londres avec Ghanem quand 2 Saoudiens s'en sont pris à lui. On marchait depuis quelques minutes et c'est là qu'ils se sont mis à crier après lui. Ils m'ont attaqué verbalement, puis physiquement, disant « Pour qui te prends-tu pour parler de la famille royale saoudienne ?» Ils ont essayé de l'attaquer plusieurs fois. Je me suis interposé, mais il y en a un qui a réussi à frapper Ghanem. Ghanem est convaincu que cette attaque était orchestrée par les autorités saoudiennes. C'est un message à tous les dissidents. On peut vous atteindre n'importe où, même en Angleterre. La police ouvre une enquête sur l'incident. Aucune arrestation n'a encore eu lieu. Le gouvernement a envoyé 2 représentants accompagnés d'un de mes frères. Ils les ont dépêchés à Montréal pour me rencontrer. Plus près de nous, au Québec, un autre dissident, Omar Abdulaziz, n'est pas à l'abri des tentacules du régime saoudien qui le suit sur les réseaux sociaux. Il s'est confié à nos collègues de CBC. Ils essayaient de me convaincre de retourner là-bas. Ils disaient « On veut changer le système, faire des choses pour les jeunes. » Je leur ai dit « Non, merci. » Il raconte qu'après son refus, 2 de ses frères et ses amis là-bas sont arrêtés. Je n'aurais jamais pensé qu'ils viseraient des proches ou des amis, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. L'étau autour d'Omar continue de se resserrer. Il apprend que son téléphone est infecté par un logiciel qui permet d'espionner ses communications avec n'importe qui, même à partir de l'Arabie saoudite. Je suis convaincu que le gouvernement saoudien est derrière ça. Ce qui m'attriste, c'est que je ne sais pas combien de personnes ont été mises en danger. Une de ces personnes, Jamal Khashoggi. Avec Omar, ils échangeaient sur divers projets, dont celui de fournir des cartes téléphoniques à des collaborateurs qui pourraient ensuite s'en servir sur les réseaux sociaux sans être retracés par les autorités saoudiennes. Leur but, contre-attaquer face à ce que certains appellent les mouches, ces comptes pro-régime qui, chaque jour, inondent les dissidents d'insultes sur Twitter, par exemple. En décembre dernier, il avait partagé avec CNN certains de ses messages avec Jamal Khashoggi, comme celui-ci, dans lequel le journaliste décrit le prince héritier comme une bête à la recherche de victimes, des messages qui auraient pu être captés en Arabie saoudite. Le piratage de mon téléphone a joué un rôle important dans ce qui est arrivé à Jamal. J'en suis désolé. Ghanem Al-Massarir a lui aussi été visé par une tentative d'infection par un logiciel espion dans un texto.
La même chose est arrivée à un autre dissident bien connu à Londres. Je ne voyais pas de risque, car ça venait du ministère de la Justice. Alors je l'ai ouvert. Yahya Assiri a quitté l'Arabie saoudite en 2013. Il a depuis fondé une organisation de défense des droits de la personne. Il multiplie les contacts pour sensibiliser d'autres gouvernements aux problèmes qu'il dénonce en Arabie saoudite. Quand je publie ces photos, plusieurs personnes disent de moi que je suis un traître, qu'il faut être sans pitié pour les traîtres, qu'il faut les tuer. Assassinat, espionnage de téléphone, emprisonnement des proches, insultes et menaces de mort, tout de même, pour eux, la lutte doit se poursuivre. Quelqu'un doit dire non. Ça doit cesser. Les réformes doivent commencer par la libération des prisonniers d'opinion et par la liberté d'expression. Peu importe le sort que l'avenir réserve à MBS, les critiques vont continuer à se faire entendre. Je n'ai pas peur. Je serai plus prudent, mais je vais continuer ce que je fais. Je ne serais pas surpris que certains dissidents deviennent plus discrets. Mais pour d'autres, ce sera peut-être le contraire. Comme si, en essayant de faire taire un homme, ils en auront finalement réveillé des douzaines. Je crois que le régime saoudien devrait nous craindre davantage maintenant, car notre heure est venue. Bien sûr que le régime devrait avoir plus peur que nous. On est fort maintenant. Pendant que plusieurs de ces Saoudiens vivent le drame dans l'anonymat le plus complet, les dissidents plus visibles, eux, demeurent déterminés à dénoncer le royaume qu'ils ont fui malgré les risques qu'ils encourent. L'assassinat du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, en est devenu l'exemple le plus frappant en octobre dernier. Disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, l'ancien footballeur du FC Nantes, Emiliano Sala, qui devait rejoindre son nouveau club Cardiff, n'est pas mort de noyade. C'est le rapport d'autopsie du corps qui a révélé que le sportif était décédé de blessures à la tête et au torse. En d'autres termes, le crash de l'avion serait la cause du décès. Retour sur une tragédie qui a bouleversé le monde du football. Dimanche dernier, 2 semaines après la disparition d'Emiliano Sala, l'avion qui le transportait était retrouvé au fond de la Manche, par plus de 60 mètres de profondeur. Ce soir, c'est une nouvelle dévastatrice. L'épilogue de 15 jours d'inquiétude et d'espérance. Le soir du 21 janvier dernier, avec son pilote, le footballeur argentin âgé de 28 ans d'école de Nantes, où il joue depuis plus de 3 ans. Ce petit avion doit le mener à Cardiff, où il vient de signer un nouveau contrat. Mais après quelques minutes de vol, il enregistre un message qu'il envoie à ses proches. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en 1 hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. Ce sont les dernières nouvelles données par Emiliano Sala. À 21h23, le Piper Malibu perd de l'altitude. Il disparaît alors des radars au large de l'île de Guernesey. Dans la nuit, les premières recherches sont lancées pour retrouver l'avion et ses 2 occupants sur une zone large de 3000 km². Très tôt le lendemain, le journaliste sportif David Filippo apprend la disparition d'un appareil devant relier Nantes à Cardiff. Il est l'un des premiers à faire le rapprochement avec le transfert d'Emiliano Sala. Il alerte le club nantais. À 9h04, la direction du FC Nantes, comme je les avais alertés, m'envoie un message et me dit écoute David, Emiliano est dans l'avion, on vient d'avoir la confirmation. Dans le monde du football, l'onde de choc se propage. Il y a de la stupeur, il y a de la surprise, il y a de la peine aussi pour sa famille. Sur les réseaux sociaux, joueurs et clubs français transmettent leur soutien au FC Nantes et à la famille d'Emiliano Sala. Son père s'exprime face aux médias argentins. Les heures passent et j'imagine le pire. Il était très content, il partait pour un club plus important, les choses se passaient bien, il jouait bien.
Et puis on a appris ce qui s'était passé et je ne sais pas quoi dire. À Nantes, l'émotion grandit chez les supporters des Canaries. Tous décrivent un homme humble, profondément gentil. C'était un grand joueur, mais aussi tous ceux qui l'ont côtoyé, on se fait expliquer que c'était quelqu'un de très simple, de très humain, de très généreux. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans un vestiaire. Il n'a pas d'ennemis, il n'a que des amis. Beaucoup se refusent à croire au pire. Le soir même, plus de 1500 supporters se réunissent dans le centre-ville. On s'est appelé spontanément et puis on a dit on va proposer un grand rendez-vous sur la place Royale en plein cœur de Nantes, parce que c'est là que les Nantais ont l'habitude de se rassembler pour les grandes heures du club. Je suis dévasté, quoi. Le temps des pleurs, avant celui des questions. Au même moment, pour localiser l'appareil, la police de Guernesey poursuit ses recherches en pleine mer. Des zones d'ombre apparaissent alors. On va pouvoir se poser un certain nombre de questions sur l'état de l'avion, sur le pilote, sur son CV, sur le statut de vol privé. Alors que les interrogations s'accumulent, la police publie un communiqué. Nous avons pris la décision difficile d'arrêter les recherches. Qui dit arrêt des recherches dit que les autorités considèrent qu'il n'y a plus de chance de les retrouver vivants. Donc c'est perçu comme forcément un drame pour les supporters du FC Nantes, pour sa famille, pour ses proches, c'est forcément le cas. À l'entraînement, l'émotion domine dans la voix du coach nantais, Vahid Halilodzic. C'est vraiment un moment terrible. On était tous choqués. On est dans une situation un petit peu particulière. Impossible alors pour les proches du joueur de rester inactif. À Cardiff, sa sœur Romina donne une conférence de presse. Je sens qu'ils sont vivants et qu'ils vont bien et qu'ils nous attendent. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'arrêtez pas les recherches. Elle va tout faire pour financer des recherches privées. Il y a une cagnotte qui est créée par la famille, et là c'est un élan de solidarité qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Chacun a voulu y participer, c'était important. Il s'agit d'être digne dans ces moments-là et de répondre au mot d'ordre qui dit gardons espoir. Au total, près de 400 000 € sont récoltés. Parmi les donateurs, des stars du football, comme Kylian Mbappé ou Dimitri Payet. Le 31 janvier, un navire privé prend donc la mer pour retrouver Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson. Le bateau mettra moins de 2 jours à localiser le Piper Malibu. Tout ce que je dirais de l'épave, c'est que l'avion est quasiment intact au fond de la mer. Le lendemain, les équipes de recherche annoncent qu'un corps a été repéré à l'intérieur de l'avion. Repêché, il est identifié comme étant celui du footballeur. Reste maintenant à comprendre les circonstances du drame. Manifestement, dans ce style d'avion, il n'y a pas de boîte noire dans ces avions, ces petits appareils. Donc, est-ce qu'on aura des réponses à toutes les questions ? Ce n'est pas sûr du tout. Les autorités britanniques tentent désormais de remonter l'appareil à la surface pour élucider le mystère de la disparition d'Emiliano Sala. C'est un nom qu'on n'oubliera pas, c'est un visage qu'on n'oubliera pas, et il nous a procuré des émotions qu'on n'oubliera jamais. Un sourire qui restera marqué dans la mémoire des supporters du club nantais. Qui, il y a 10 jours, ont su lui rendre un vibrant hommage. Un rapport provisoire sur les causes de l'accident doit être publié d'ici environ 2 semaines. Quant au rapport définitif, il devrait être rendu public dans plusieurs mois. Ce que vous allez découvrir dans quelques instants est un monde complètement clandestin, le réseau des mères porteuses. Officiellement, il n'existe pas, puisqu'il est illégal. Dans la réalité, il suffit de quelques clics sur Internet pour trouver des femmes prêtes à louer leur ventre. Reportage. Cela fait 3 ans que Juliette passe ses soirées à surfer sur Internet. 3 ans qu'elle recherche désespérément la femme qui portera son enfant. Juliette est née sans utérus. Et dès qu'elle a rencontré son mari, Benoît, ils ont pensé à faire appel à une mère porteuse. Ils ont alors découvert un marché qu'ils n'imaginaient pas. J'en ai rencontré sur Internet, c'était pas moins de 30 000 €.
Enfin, des prix complètement exorbitants, quoi. Vous aviez conscience qu'il y avait une sorte de marché qui existait? Moi, pas du tout. Peut-être un côté un peu naïf, parce que... On n'était pas naïf non plus, en sachant qu'on ne va pas trouver une mère qui va porter gratuitement un enfant pour dire « moi j'aime les enfants ». C'est vraiment... c'est du business, quoi. Enfin, je sais pas, porter un enfant, c'est pas... faut quand même qu'il y ait un lien avec la personne, enfin, une certaine complicité, une grande confiance surtout. Et pas comme ça, moi, allez, apporte mon enfant, et puis... Il n'empêche que tout le monde le fait en pensant évidemment à l'argent. Il ne faut pas être naïf. Il y a 2 ans, Juliette et Benoît ont trouvé une mère porteuse. Mais les tentatives de grossesse ont échoué, leur mère porteuse a renoncé et ils ont perdu 20 000 €. Malgré tout, ils continuent encore de chercher et espèrent qu'un jour la France changera sa loi. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner? Moi, je dirais que c'est pour faire avancer les choses, pour que ça devienne légal en France. Et surtout pour que ça permette à d'autres jeunes filles qui ont mon problème, en fait, dès la naissance, de pouvoir faire ça avec une mère porteuse en France, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ça se fait dans d'autres pays de manière très encadrée. Et nous, on est évidemment pour que ce soit encadré. Mais dans des cas très précis, de problèmes médicaux chez la mère, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire de cette façon-là, tout simplement? Et puis, bon, notre témoignage et notre parcours pourra servir, on espère en tout cas, d'autres couples à avancer, peut-être en tout cas plus vite que nous et de manière légale plus tard. Pour Juliette et Benoît, cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'il y a 20 ans, en France, le recours aux mères porteuses n'était pas interdit. Paris Match avait d'ailleurs consacré plusieurs reportages à ce qui alors était considéré comme un phénomène de société. En 1985, une mère porteuse témoignait même en direct sur le plateau du journal télévisé de France 3. J'aime cet enfant, mais je considère qu'il n'est pas le mien. Cet enfant, il appartient déjà, dès la conception, au couple. Je ne peux pas dire que c'est le mien, puisque dès le départ, je savais que cet enfant partirait. En réalité, à l'époque, il n'existe encore aucune loi sur les mères porteuses. Il y a un vide juridique. Alors la justice va se saisir de ce problème. En 1991, un arrêt de la Cour de cassation condamne cette pratique. Les juges s'appuient sur un principe du droit français, l'indisponibilité du corps humain. Autrement dit, le corps humain ne peut ni se louer ni se vendre. Une interdiction qui sera confirmée par la loi française en 1994. La gestation pour autrui, GPA, est également pratiquée sur le continent africain dans des pays tels que le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. N'étant pas encadrée par la loi, la GPA n'est ni autorisée ni interdite. Le sujet est très mal vu, tant chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Et en parlant des chrétiens, que nous dit la Bible à ce sujet? Quelles sont les recommandations de notre Seigneur? Quelle attitude du chrétien face à cette pratique? Monsieur Isiaka Koulibaly, président de l'Université chrétienne d'Abidjan, nous éclaire. Comment faire pour arriver à avoir un enfant qui soit le nôtre? On a tendance à penser que c'est une question récente. Mais en fait, c'est une question qui est aussi vieille que le monde. Dans toutes les cultures, on s'est posé la question de savoir comment faire pour avoir un enfant qui soit le nôtre, lorsque nous ne pouvons pas en avoir, et lorsque nous ne voulons pas adopter, c'est-à-dire prendre un enfant qui est celui de quelqu'un d'autre. Laissez-moi juste rappeler ce qui se passe dans l'Écriture, dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Ça commence au chapitre 16, ça va jusqu'au chapitre 21. C'est l'histoire d'Abraham, de Sarah, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants. Il y avait une promesse de Dieu, mais Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Le livre nous dit qu'elle est stérile. Un matin, Sarah dit à son mari, écoute, tu sais, je ne peux pas avoir d'enfant. Je vais te donner ma servante Agar, tu vas aller vers elle, de sorte que l'enfant qu'elle va concevoir soit notre enfant. Ce que Sarah demande, c'est tout à fait conforme aux pratiques de sa région. D'ailleurs, lorsque celle qui va porter l'enfant est enceinte, lorsque vient le moment où elle va accoucher, elle vient, elle s'assoit sur les pieds de celle qui va être la mère légitime.
Et c'est sur les pieds de celle-là qu'elle va accoucher. C'est le signe que l'enfant appartient à l'autre. Donc c'est une pratique qui est ancienne, mais qui comporte des difficultés. D'ailleurs, on le voit dans le livre de la Genèse. Pourquoi il y a des problèmes après entre Sarah et Agar? C'est qu'Agar n'accepte pas de donner l'enfant. Elle prend cet enfant pour elle-même et elle commence à se moquer de Sarah. Et c'est pourquoi Sarah dit, bon, ben, si l'enfant n'est pas le mien, s'il n'est plus le mien, Abraham, il faut les faire partir de chez nous. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il reste ici. Donc c'est une pratique qui est ancienne. On la trouve là, comme je viens de le dire, en Genèse 16 et suivant, mais on la retrouve aussi dans beaucoup de cultures africaines. Hein. Un couple qui ne peut pas concevoir, on va trouver quelqu'un d'autre qui permette là la conception. C'est une pratique ancienne, mais une pratique ancienne qui comporte tout un ensemble d'éléments qu'il faut considérer. Et souvent, il y a des éléments qui comportent pas mal de difficultés. Donc, il faut regarder ces difficultés-là. Il faut prendre le temps d'y réfléchir avant de prendre sa décision. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est fait par le passé qu'on doit forcément la faire aujourd'hui. Il faut bien regarder, bien écouter et se poser la question de savoir si on est vraiment prêt à s'y engager. Ce qui est important, c'est que la Bible nous met en situation de responsabilité. Face à une situation, Dieu nous demande d'observer la situation, de comprendre la situation, de comprendre tous les contours de la situation, et puis de, finalement, arriver à prendre une décision, qui soit une décision responsable, qui tienne compte de notre foi. On le voit partout dans l'Écriture, notamment dans les relations entre notre Seigneur et puis ses disciples. Souvent, il y a des situations, ils se tournent vers eux et leur demandent, mais est-ce que vous avez bien compris? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle décision allez-vous prendre? Indirectement, il leur dit, vous êtes responsable. Moi, je peux vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut que vous, à la lumière de ce que vous savez de moi, vous puissiez décider de ce qui vous concerne. Vous êtes responsable. Donc, pour une question aussi importante que celle des mères porteuses, je pense que nous sommes à peu près dans la même situation. D'abord, comprendre tous les contours de la question. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, il y avait beaucoup de situations qui sont impliquées là-dedans. Donc, il faut arriver à les comprendre. Et ensuite, à prendre la décision qui s'impose à vous, qui serait la bonne décision pour vous-même. Sur cette information se termine ce numéro du Grand Mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision et surtout, prenez soin de vous.